Ce que Scott Bessent a dit à propos du détroit d'Ormuz, c'est que nous savons que ces deux passages, le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb en mer Rouge, exercent une forte pression sur les États-Unis et sur l'Arabie saoudite. Car auparavant, l'Arabie saoudite avait une sorte de lien avec le marché mondial via la mer Rouge. Aujourd'hui, elle en est en quelque sorte déconnectée à cause des restrictions dans le canal de Suez. Et voici ce que Scott Bessent a dit. Vous avez vu que le président Trump a menacé la semaine dernière de lancer ce qui aurait été l'une des plus vastes campagnes militaires, voire la plus vaste depuis la Seconde Guerre mondiale, contre les Iraniens. Et maintenant, à cause de cela, nous sommes en pourparlers avec les Iraniens. Et je pense qu'il est possible que nous concluions un accord aujourd'hui ou demain pour ouvrir le détroit et avancer vers une position plus normalisée dans ce conflit. Et c'est parce que leur force aérienne est anéantie, leur marine est anéantie. Tout est anéanti. Et il l'a dit il y a 3 jours. C'était censé être aujourd'hui, il y a 3 jours, ou le lendemain, ce qui aurait été il y a 2 jours. Rien ne s'est passé. Du côté des Iraniens, ils disent que rien ne se passe, ni négociation, ni message envoyé par les États-Unis. Mais concernant ce que les États-Unis veulent faire avec ce détroit, ou l'ouverture du détroit par Hormuz, rien ne se passe entre les deux parties. En revanche, ce qui est important, c'est qu'entre l'Iran et Oman, ils sont parvenus, ou ils arrivent à la phase finale des négociations, un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Et c'est à la fois tout et rien. Et aujourd'hui, nous avons appris que le Yémen prend les devants face à l'Arabie saoudite. Ils ont attaqué des pétroliers saoudiens au cours des 2 ou 3 derniers jours. Plus de 5 ou 6 d'entre eux ont été attaqués. Et ils ont forcé tous ces pétroliers à retourner en Arabie saoudite. Voilà la situation actuelle avec le détroit d'Ormuz, Michael, et Bab el-Mandeb en mer Rouge. Et beaucoup de gens avancent que Donald Trump a peut-être peur de cette dépression qui semble inévitable. Quelle est votre analyse de la situation, Michael? Eh bien, le commerce est bloqué. Et les discussions auxquelles l'Iran participe sur la reprise du commerce portent sur ce qui se passera lorsque les États-Unis autoriseront à nouveau les échanges commerciaux. Trump et Bessent ont été très clairs. Il ne sera pas permis à l'Iran d'exporter tout le pétrole qui se trouve dans ses nombreux pétroliers, en attente d'exportation. Il n'y aura pas non plus de commerce à travers le détroit d'Ormuz. Trump a en pratique dit qu'il faudra 5 ans avant que nous autorisions le moindre commerce. Parce qu'hier, lui et Hegseth ont dit que rien ne pouvait être fait tant que nous n'aurions pas réglé la question de la bombe atomique iranienne. Parce que ce n'est pas vraiment un sujet. C'est un faux sujet. Cela veut dire qu'à cause de ce fantasme autour de la bombe atomique iranienne, nous ne tweeterons aucune ouverture du détroit tant que nous n'aurons pas placé cela tout en haut de nos priorités. Deuxièmement, l'accord que veulent les États-Unis, ils répètent que le droit de la mer signifie qu'il doit y avoir un libre-échange. Trump a dit à plusieurs reprises « Nous ne permettrons pas à l'Iran de prélever le moindre droit ou péage. » Trump a dit « Au bout du compte, nous voulons percevoir nous-mêmes les péages. » Et donc, bien sûr, si nous allons percevoir les péages sur le commerce de l'OPEP pour indemniser l'Amérique de tous les coûts de notre guerre contre l'Iran, alors nous ne pouvons pas permettre à l'Iran d'en percevoir. Les négociations que l'Iran mène avec Oman sur la manière dont nous allons à terme rétablir le commerce à travers le Golfe Persique ne sont pas le genre de négociations dont parle l'Amérique. Car en réalité, ce n'est pas vraiment une négociation. Nous allons exiger, comme condition préalable, la reddition inconditionnelle de l'Iran. Donc je pense que vous constaterez
que le commerce du pétrole va continuer à ne pas avoir lieu. C'est ce que l'Iran pense depuis tout ce temps. Il dit, tant qu'il n'y aura pas de commerce du pétrole, nous préparons le terrain pour la plus grande dépression économique et financière depuis la Grande Dépression. Et cela se produit déjà. Cela a conduit d'autres pays non seulement à paniquer, mais aussi à engager des dépenses énormes pour payer à la livraison des prix plus élevés pour le pétrole. Et les prix que paient des pays comme le Japon, les pays asiatiques, les pays du Sud global, n'ont rien à voir avec le prix du Brent cité sur le site du Wall Street Journal comme référence pour le secteur financier. C'est une sorte de prix fictif. Si le pétrole était livré et s'il y avait un libre-échange du pétrole, quel en serait le prix? Mais bien sûr, il n'y a pas de libre-échange du pétrole et les pays se démènent. Comment vont-ils obtenir ce pétrole? Eh bien déjà, ils paient. Ils doivent payer d'énormes sommes dans leur propre monnaie étrangère. Le Japon est particulièrement l'un des pays les plus touchés. Et depuis une semaine, Bessent négocie avec le Japon une sorte d'accord technique. Le Japon allait dire, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher le yen de s'effondrer. C'est de vendre les obligations du Trésor américain que nous détenons. Et le Japon est de loin le plus grand détenteur étranger d'obligations du Trésor américain, bien davantage que la Chine ou n'importe quel autre pays. Le problème, et cela a effrayé Bessent et les États-Unis, c'est que si le Japon vend ses obligations du Trésor, cela va faire monter les taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt montent, nous aurons encore plus de cracks financiers, un effondrement du marché immobilier et un effondrement de l'économie fondée sur l'endettement à effet de levier. Bessent a donc déclaré, « Nous avons un accord à vous proposer, le Japon. Au lieu de vendre vos obligations du Trésor américain, donnez-les en garantie à la Réserve fédérale. Autrement dit, vous les transférez et nous mettons en place un accord de swap. Vous transférez la propriété de ces obligations du Trésor américain aux États-Unis et nous organisons un accord de swap. Nous les conserverons comme garantie. Et pour les obligations que vous fournissez en garantie, nous vous accorderons un crédit en dollars. Vous utiliserez donc ce crédit en dollars que nous créons sur nos ordinateurs pour intervenir sur les marchés d'échange, simplement afin d'acheter des yens. Et donc le yen qui était en chute libre est maintenant remonté parce que les États-Unis ont créé de la monnaie et donné au Japon le crédit informatique nécessaire pour le dépenser. Mais pendant ce temps, les États-Unis détiennent comme garantie tous ces avoirs japonais en obligations du Trésor américain. Ce qui va se passer, c'est qu'à mesure que la dépression se poursuivra et que les réserves de change du Japon, des pays du Sud global, des pays asiatiques, de tous les pays, seront confrontés à un problème similaire, celui de devoir emprunter aux États-Unis, les États-Unis détiendront sur ces pays d'énormes créances sous forme d'obligations. En fait, le premier exemple de ce que de ce que Bessent a fait avec le Japon, a eu lieu avec les Émirats arabes unis lorsqu'ils ont eu besoin d'argent, maintenant qu'ils ne reçoivent plus de recettes d'exportation pétrolière à cause de la guerre du pétrole. Eh bien, à un certain moment, projetons-nous vers l'avenir. La dépression va entraîner des arrêts de l'activité économique et des effondrements, une réduction de la production, du chômage, des déficits budgétaires publics pour financer le chômage et subventionner les ménages qui ont besoin d'électricité pour éclairer leur logement et de combustible pour se chauffer. Tout ça, regardons un an plus loin. D'autres pays auront accumulé une dette énorme envers les États-Unis, uniquement pour payer la hausse des prix du pétrole, qui résulte des pénuries qu'on pousse, qu'on crée et qu'on étend semaine après semaine, et désormais, sans doute, mois après mois, avec l'arrêt du commerce. Eh bien,
Au final, quelle est la solution morale à tout cela? La solution morale, c'est que d'autres pays ont déjà dit qu'Israël et les États-Unis, qui ont fait la guerre à l'Iran, sont les deux pays les plus impopulaires du monde. Ils peuvent dire, oui, c'est vrai, le Trésor détient toutes nos obligations comme garantie pour l'argent qu'ils nous ont prêté, afin que nous puissions payer les coûts que l'Amérique nous a imposés du fait de la guerre du pétrole. L'Amérique est vraiment responsable de ces coûts. C'est elle qui devrait les assumer. Nous annulons ces dettes. Ce sera la rupture économique et politique qui, au fond, va servir de catalyseur pour éloigner du côté des États-Unis et de leurs alliés tous les autres pays du monde importateurs de pétrole. Et on voit un problème similaire, même en Europe. Elle aura le même problème. Tout le monde va subir des pressions. Ne payez pas ce pétrole plus cher en vendant vos réserves internationales détenues en dollars américains sous forme d'obligations du Trésor, parce que nous ne voulons pas que les taux d'intérêt augmentent. Alors, laissez-nous simplement vous prêter les dollars pour le payer. Bon, d'accord. Je pense qu'ils vont signer ces accords de swap et qu'ils dépenseront les dollars qu'ils empruntent pour soutenir leur monnaie, pour empêcher le yen, l'euro et les monnaies d'autres pays de baisser. Et cela va entraîner une énorme accumulation de dettes. Sans même parler du fait que les pays du Sud global vont devoir payer beaucoup plus cher désormais. Non seulement leur pétrole et leur gaz, mais aussi le carburant, la nourriture et les engrais. Sans engrais, les rendements agricoles vont baisser. Le réchauffement climatique provoque toutes sortes de sécheresses ou d'inondations qui réduisent les récoltes. Il va donc y avoir une terrible inflation des prix dans le monde entier, financée par de la dette, principalement envers les États-Unis. Et moralement, des pays vont se lever et dire « toute cette dette est le prix à payer pour les opérations de guerre illégales de Trump contre l'Iran qui ont provoqué tout ça. » C'est Trump qui refuse de permettre à l'Iran de vendre son pétrole, qui continue de bloquer, qui est essentiellement responsable du fait que le Yémen empêche l'Arabie saoudite d'exploiter son pétrole. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% du pétrole mondial. La mer Rouge, pour le Yémen et l'Arabie saoudite, c'est 5%. Avec 25% du pétrole mondial en moins, vous pouvez imaginer à quel point les prix vont réellement augmenter à mesure que les réserves nationales s'épuiseront. Elles seront probablement épuisées aux États-Unis d'ici début septembre. Voilà donc la crise qui se produit. Le marché boursier n'en tient pas compte. Même le marché obligataire n'en tient pas compte. Parce que ce problème est tellement immense, tellement structurel, que des changements structurels d'une telle ampleur ne font pas partie de ce dont parlent les économistes. Et ce n'est pas non plus ce dont parlent les responsables politiques en bonne société. Parce que cela signifie que les États-Unis poussent le monde vers une dépression internationale et une crise de la dette qui l'accompagne, ainsi que vers une fermeture massive d'industries et le chômage. Michael, que se passe-t-il si le Trésor prend les garanties? Si tous disent ce que vous dites, ils ne vont pas rembourser la dette. Ils vont l'annuler. Les États-Unis disent « D'accord, nous prenons vos garanties ». Et ensuite, c'est la grande question. Les États-Unis ne peuvent pas les obliger à payer. Les États-Unis détiennent leurs obligations. Donc ce que les États-Unis peuvent faire, c'est dire, eh bien, vous nous mettez ces obligations en garantie. Donc maintenant, Japon, vous avez dépensé tous les dollars que nous avons créés sur nos ordinateurs pour vous les prêter, et maintenant il faut nous rembourser. Alors, nous allons mettre toutes vos obligations japonaises sur le marché. Évidemment, ça va faire chuter le prix des obligations japonaises. Les États-Unis vont vendre ces obligations, recevoir des yens,
les convertir en dollars pour rembourser le trésor de tout cela. Et le taux de change du yen va de nouveau s'effondrer. Et une chute brutale du taux de change voudra dire que forcément, vous allez devoir payer plus cher tout ce qui est importé et libellé en dollars ou dans toute autre monnaie non japonaise. Cela va, en substance, plonger le Japon dans ce qu'on pourrait appeler une double dépression. La première viendra de l'interruption de son commerce pétrolier, alors qu'il y a déjà des réductions massives qui entraînent des fermetures d'entreprises et de sociétés, ainsi que l'insolvabilité des ménages et des entreprises japonaises. Et la deuxième dépression arrivera lorsque les États-Unis diront « Voilà notre garantie, nous devons récupérer notre argent et la mettre sur le marché ». Et le Japon ne peut pas vraiment y faire grand-chose, sauf instaurer une forme de contrôle des capitaux ou rejeter purement et simplement sa dette. Et pour que ça fonctionne, il devrait s'allier à d'autres pays qui sont exactement dans la même situation que lui. Vous auriez alors un groupe, tout un collectif de pays, qui prendrait position. Cela imposerait, en substance, une dédollarisation des autres pays, du reste du monde. Du moins du monde qui doit importer du pétrole, c'est-à-dire presque le monde entier, en s'éloignant du dollar américain. Et c'est là, au bout du compte, que la guerre de Trump contre l'Iran échoue aussi à continuer d'utiliser le pétrole comme moyen de pression, à mesure que d'autres pays s'en libèrent. Mais cela fait exploser tout le fondement de l'étalon dollar. Le dollar joue un rôle central dans le système financier international, et en fait dans tout le système de dette et de crédit. Les pays n'ont pas les moyens de payer la dette extérieure qu'ils accumulent. Cela signifie qu'ils n'ont pas les moyens de payer leurs propres dettes, leurs propres obligations d'État, ni ce qu'ils doivent aux détenteurs d'obligations et aux banques du monde entier, sauf en étouffant toute leur économie. C'est comme un gigantesque programme d'austérité du Fonds monétaire international imposé au reste du monde. C'est ce que fait la guerre du pétrole. Elle impose un programme d'austérité à tout le reste du monde. Du chômage, des faillites d'entreprises qui ont besoin de pétrole, la faillite du secteur agricole, car l'agriculture de plantation ne peut pas supporter ces prix élevés, non seulement pour les importations d'engrais, mais aussi pour l'EPA-strain, pour tous les crédits nécessaires au transport du code. Et cela concernera aussi l'agriculture américaine. La guerre du pétrole repousse toutes les limites, bien au-delà du niveau de tolérance des États-Unis à l'Europe, à l'Asie et au Sud global. Et l'économie n'a aucune marge pour payer un pétrole plus cher, rembourser les dettes, financer les subventions publiques qui permettent aux ménages d'avoir de quoi chauffer leur maison et se déplacer. Il n'y a pas d'argent non plus pour financer le secteur du camionnage et du rail qui utilise du gazole. Et même si Nima a attiré l'attention et que toute l'attention se porte sur les prix du brut Brent, la véritable hausse des prix du pétrole concerne le diesel pour les camions et les chemins de fer, ainsi que le kérosène, le carburant des avions. Et vous pouvez imaginer que, comme l'armée de l'air américaine utilise des quantités énormes de carburant d'aviation, c'est tout le système de transport aérien qui se retrouve asphyxié. Il y aura donc des répercussions sur l'économie américaine dans le cadre de cette dépression mondiale provoquée par la fermeture prolongée du détroit. Et Trump a déjà dit, l'Iran peut conclure un accord avec Oman, mais ce n'est pas l'accord que nous voulons. Et si ce n'est pas l'accord que nous voulons, nous continuerons à bloquer le détroit. Eh bien, à un certain moment, évidemment, l'Iran dira probablement, c'est un acte de guerre, nous allons reprendre nos attaques. Mais ça, c'est une autre histoire. Il me semble qu'il y a alors un risque.
En suivant cette logique, il y a un risque qu'il y ait davantage de stratégie dans le jeu que M. Trump répète sans cesse. Annoncer qu'un accord est imminent, puis l'accord ne se fait pas. Il a peut-être conclu qu'en mettant en avant la question nucléaire, qui est une question opaque, le monde entier ne sait pas. Ont-ils déjà une telle arme? Cherchent-ils à en obtenir une? Cela peut traîner, comme vous l'avez vous-même dit. Cela peut traîner indéfiniment, parce qu'on peut avancer des affirmations et que personne ne sait vraiment. Eh bien, cela est complété par l'histoire que vous venez de nous raconter, parce qu'on pourrait en venir à des swaps financiers mondiaux compliqués. Le reste du monde ne peut pas et ne voudra pas prêter attention à tout cela. Et M. Trump peut reprocher la question nucléaire aux Iraniens. Il peut attribuer les manipulations financières à qui les fait. Vous savez, il peut reprocher aux Japonais de ne pas avoir fait quelque chose sur le plan financier. Et ainsi, cela détourne la responsabilité loin de lui. Oui, et ensuite, ça empire encore, puisque vous avez évoqué la question nucléaire. On en parle déjà, et ce depuis un certain temps. Trump dit, eh bien, nous n'utiliserons que des armes nucléaires tactiques. Mais une arme nucléaire reste une arme nucléaire. On ne peut pas dire, oui, nous allons larguer la bombe atomique, mais nous l'appellerons bombe atomique tactique, donc ce sera acceptable. Les États-Unis n'ont plus de missiles. Ils n'ont plus les moyens. Apparemment, ils ont rappelé leurs avions qui se retirent d'Asie occidentale et ils ne sont pas capables de faire la guerre sans les bombes, les radars et les armes dont ils disposent. Les États-Unis sont prisonniers de leur logique de force et ils n'ont qu'une seule arme qu'ils puissent utiliser, la bombe atomique. Alors on appelle ça du tactique. C'est une gentille arme nucléaire, c'est une arme douce, vous savez, et on ne va pas en utiliser plus de 5 ou 6 pour commencer. Eh bien, vous pouvez imaginer ce que cela va faire au monde, et c'est ce que Trump menace de faire. Et les autres pays ne disent pas « voilà la ligne rouge ». C'est là que nous allons réagir. Je pense que les autres pays sont tellement sidérés, tout comme le marché boursier et le marché obligataire. Ils pensent que c'est quelque chose de tellement hors norme que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se tordre les mains. Et personne ne semble mettre en place une réponse alternative pour arrêter tout cela. Ils restent simplement à l'écart et se laissent souffrir. Et la position de l'Iran, c'est que si nous ne pouvons pas exporter notre pétrole, alors le reste de l'Asie occidentale ne le pourra pas non plus. C'est pour cela que les Yéménites bloquent l'Arabie saoudite. C'est pour cela que nous bloquons certaines choses ici, aux autres pays de prendre position. Qu'est-ce que vous, les autres pays, allez faire? Nous ne pouvons pas empêcher, seuls, les États-Unis d'utiliser la bombe atomique. Tout ce que nous pouvons faire, c'est riposter contre les bases américaines à portée de nos missiles. Et Israël est le porte-avions américain ancré en Asie occidentale.